Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission qui est spécialement tournée aujourd'hui au grand forum du patrimoine et que vous pouvez retrouver toute la semaine sur Smart for Change, sur les réseaux sociaux de Smart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies ou aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Nous nous demanderons quelle stratégie de gestion on peut avoir en 2025 vis-à-vis des crypto-monnaies. On posera la question à Édouard Béliard, directeur de la distribution et des partenariats chez Meria. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au non-coté, au capital investissement. On se demandera si l'on peut avoir des convictions lorsque l'on investit en capital investissement lorsque l'on est un particulier. Nous poserons la question à Julien Potier, directeur général adjoint de Next Stage AM, mais aussi à Guillaume Olivier Doré, Chief Investment Officer chez Tudigo. Puis enfin, dans la dernière partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, on retrouvera Bastien Baron, président fondateur de Justae Gestion Privée, avec qui nous regarderons pourquoi et comment se créer une allocation non comptée. On se retrouve tout de suite sur le plateau Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite cette émission avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies ou aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et nous allons tenter de comprendre en ce début d'année 2025 quelle stratégie de gestion avoir vis-à-vis des crypto-monnaies dans leur ensemble et pas simplement avoir vis-à-vis de Bitcoin. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine au Grand Forum du Patrimoine aujourd'hui, Édouard Béliard. Bonjour Édouard Béliard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la distribution et des partenariats chez Meria. Tout à fait. Une question pour ce début d'année. On a vu le Bitcoin dépasser le seuil symbolique des 100 000 dollars, 100 000 euros aussi également. Et on a l'impression que ça a catalysé un petit peu tous les questionnements qu'on pouvait avoir vis-à-vis du secteur crypto uniquement sur Bitcoin. En ce début d'année, chez Meria, vous faites de la stratégie de gestion vis-à-vis des crypto-monnaies ou crypto-actifs. Quelle stratégie avoir? Est-ce que, en lien avec l'élection de Donald Trump, on regarde le Bitcoin monter et on attend? Ou est-ce qu'on peut avoir une stratégie un peu plus fine sur les crypto-monnaies? Alors merci beaucoup Nicolas, merci pour cette question. Alors effectivement, ça fait 2 fois que Bitcoin casse justement son point le plus haut, son ATH ces derniers temps. La première fois pour la victoire de Donald Trump aux élections américaines, et puis là, cette fois-ci plus concrètement, parce qu'il va être intronisé aujourd'hui. Donc forcément, la question se pose de savoir si Bitcoin va être le seul et unique actif qui va pouvoir encore performer durant ces années, puisque effectivement, Donald Trump et sa future administration vont normalement offrir un cadre, on va dire, plutôt favorable aux cryptos, que ce soit au niveau fiscal, mais aussi au niveau ouverture. Enfin voilà, on sait qu'à des postes clés de son gouvernement, il a positionné des personnes qui sont pro-crypto. Et donc voilà, donc Bitcoin est rentré dans une autre dimension aujourd'hui. C'est devenu aussi beaucoup un produit légitime de par les ETF et autres. Et oui, donc, on peut rappeler aussi que cela intervient après effectivement le lancement d'ETF crypto qui ont permis de créer un premier pont entre finances traditionnelles et crypto-monnaies, enfin d'ETF Bitcoin, pardon, mais il y a eu qui ont permis de créer ce premier pont et d'amener finalement des fonds de finances traditionnelles vers Bitcoin. Tout à fait, c'est exactement ça, et qui ont vraiment très bien marché, puisqu'il s'agit du meilleur départ d'ETF depuis l'existence des ETF, donc qui ont collecté, je crois, juste cette année plus de 70 milliards sur les 11 qui existent. On a eu des nouveaux ETF sur Ethereum également, d'autres sont à prévoir peut-être sur Solana, XRP, donc ça veut dire aussi que il n'y a pas que Bitcoin finalement qui intéresse, mais Bitcoin aujourd'hui prend toute la place parce que c'est l'actif légitime par excellence qui sert plusieurs objectifs et intérêts, et donc qui intéresse vraiment ces acteurs institutionnels qui se disent une couverture en Bitcoin, ça a du sens. Mais c'est là où c'est peut-être un petit peu complexe à comprendre pour les gens qui nous écoutent, c'est que vous nous dites qu'il n'y a pas que Bitcoin, mais quand on regarde aujourd'hui les cours, on a l'impression qu'il n'y a que Bitcoin. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des timings de marché différents? C'est ça, oui, exactement. Si on regarde les précédents cycles, donc 2021-2017, on s'aperçoit à chaque fois qu'il y a une dominance du Bitcoin sur une certaine période qui intervient généralement après le halving de Bitcoin, donc qui consiste à diviser par 2 la récompense des mineurs. Et donc on a une période de latence après pendant quelques mois. Bitcoin a une dominance qui va jusqu'à 65-70% du marché, qui ensuite laisse la place à ce qu'on appelle la alt season. Et donc qui laisse justement, c'est la théorie du ruissellement finalement, où les investissements vont davantage
vers les autres altcoins qui représentent des opportunités d'investissement plus intéressantes puisque Bitcoin a atteint des points très hauts. D'accord. Alors ça ne veut pas dire que Bitcoin va baisser du jour au lendemain ou va ne plus devenir intéressant, mais il est fort probable aussi que ça devienne un produit qui soit dédié uniquement aux institutionnels, ou alors majoritairement aux institutionnels, et que finalement les principaux investisseurs du Web3, eux, se redirigent pour le coup vers les autres cryptos, les principales cryptos. Quand on parle d'institutionnel, on parle d'institutionnel au même titre qu'en finance traditionnelle. Ça veut dire que Bitcoin est aujourd'hui devenu un actif qui peut permettre des investissements pour des acteurs institutionnels. Exactement. Bah, si vous regardez aujourd'hui, vous avez MicroStrategy, qui est cette entreprise qui a sa stratégie uniquement basée sur la détention de Bitcoin, qui est aujourd'hui cotée au Nasdaq aux États-Unis. Donc ça montre encore une fois le changement de paradigme sur cet actif. Il y a beaucoup d'acteurs comme Microsoft, Tesla, etc., qui se posent des questions et qui introduisent cet actif dans leur portfolio. Donc oui, aujourd'hui, c'est devenu vraiment un actif à part entière qui intéresse beaucoup ces structures-là. Et bon, on a les ETF par le monde, qui pas uniquement aux États-Unis, il y en a aussi en Europe, il y en a aussi en Asie. Donc voilà, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les prix actuels des altcoins sont au même niveau que lorsque Bitcoin valait 50 000 $. Donc, même moins. Donc, en fait, il y a des opportunités à aller chercher sur ces altcoins qui sont encore énormes, où on a une technologie qui est tout aussi performante, tout aussi intéressante et qui cherche justement à changer le quotidien. On a des narratives, la RWA qui consiste à tokeniser des actifs. On a beaucoup, on a la DeFi, la finance décentralisée, donc beaucoup de sujets très intéressants. Alors c'est peut-être des mois particuliers pour Bitcoin, puisqu'effectivement il y a eu cette annonce de l'actuel président des États-Unis au moment de sa campagne électorale de dire qu'il voulait effectivement potentiellement déréguler, en tout cas plus que ce qui se faisait avant aux États-Unis. Mais le halving, il a déjà eu lieu il y a quelques mois. On n'a pas vu ce rattrapage des autres cryptos pour le moment. Ça veut dire que c'est un peu votre thèse d'investissement pour 2025 ? C'est ça. Pour l'instant, si on regarde encore une fois les précédents cycles, on est parfaitement là où on doit être aujourd'hui. On est dans le timing. On est dans le timing. Okay. Alors, même si les altcoins auraient dû prendre un petit peu plus, à mon sens, elles sont toujours très volatiles. Si Bitcoin augmente, elles augmentent également, dans une moindre mesure, mais surtout si Bitcoin dévisse, elles dévissent 2 fois plus fort. Donc, il y a une sorte de stress sur le marché qu'on a eu encore dernièrement. C'est les small caps de la bourse C'est les small caps, le fait que Bitcoin soit plus ou moins attaqué. Enfin, là, on a eu un autre sujet qui était que l'administration Biden voulait remettre sur le marché 65 000 Bitcoins qu'ils avaient saisis pendant leur administration. Donc, il y a eu un gros stress test sur le marché alors que Donald Trump, lui, veut faire une réserve étatique. Donc voilà, il y a un petit peu de tension, mais qui ne retire absolument pas le potentiel justement des autres crypto-monnaies. Et on devrait voir justement dans les prochains mois, justement, le cours de ces cryptos-là évoluer. Ça va changer beaucoup de choses. On va voir ce que Donald Trump va faire en fait aussi en termes de géopolitique, en termes de macroéconomie. On va voir si le cadre va être intéressant, si les taux vont continuer de baisser. Il y a beaucoup de choses qui sont encore liées au fait que les cryptos puissent s'envoler pour 2025. Les taux ont un impact encore sur les cryptos et sur Bitcoin dans un contexte effectivement d'ouverture étatique. Vous parlez même de réserve étatique. Oui. Potentiellement, d'autres pays pourraient être amenés à se poser la question. On ne dit pas qu'ils suivront forcément, mais à se poser la question. Un contexte économique, un contexte de taux a quand même aujourd'hui un impact sur ce type d'actifs. Oui, ça a toujours un impact parce qu'aujourd'hui, dans l'imaginaire, on considère toujours que la crypto est l'actif le plus risqué et aussi l'actif le plus volatile. Alors en plus, comme il est assez liquide, on peut en rentrer et en sortir assez facilement. Et donc forcément, quand les situations se complexifient, se densifient, eh c'est l'actif où on va aller chercher finalement, qu'on va aller récupérer. À l'inverse du private equity où vous êtes bloqué pendant plusieurs années, la crypto, vous êtes très libre de vos mouvements. Donc généralement, on est sur un marché qui est très volatile, mais parce qu'il y a encore peu de volume. Si on compare ça au marché traditionnel, c'est encore ridicule. Donc c'est un marché qui va encore devoir gagner en maturité pour devenir une classe d'actifs à part entière dans la diversification, mais ça commence déjà à l'être fortement aujourd'hui. 2 questions. La première rapide, on parlait de réserve étatique. Vous, chez Meria, vous croyez au fait que des pays pourraient avoir une partie de leur réserve, même infime, en Bitcoin ou en crypto-monnaie ? Bien sûr, si on veut pousser le bouchon très loin, même on pense que Bitcoin pourrait un jour remplacer nos monnaies fiat, telles qu'on les connaît. Non, sans vouloir être trop loin, mais c'est ce qui fait aussi un petit peu peur aux États, mais c'est ce qui vient les aider, puisque Bitcoin, dans sa nature même, est une monnaie désinflationniste, puisqu'on ne peut pas en produire plus que ce qui est décrit dans le code d'origine, dans le code source. C'est 21 millions de Bitcoins qui seront produits. Donc, à l'inverse de l'euro, du dollar, on ne peut pas faire tourner la planche à billets. Donc, quelque part, si on veut contrer, pouvoir rembourser une partie de la dette comme veulent faire les États-Unis, ça a beaucoup de sens de faire cette réserve héréditaire.
cette réserve pardon, étatique, ridicule. Bien sûr. Déformation. Et donc voilà, je pense que d'autres États iront s'y intéresser. Il y en a qui ont été précurseurs comme le Salvador ou comme d'autres pays moins développés, mais voilà. Si on devait conclure cette discussion, on dirait que globalement, en matière de stratégie de gestion concrète pour 2025, quand on est un investisseur particulier, on regarde Bitcoin évidemment, on commence par regarder Bitcoin, mais on ne s'arrête pas là, on mise aussi potentiellement sur une année dynamique pour les autres cryptos. C'est ça. Comme dans tout investissement structuré et réfléchi, on va évidemment mettre une base solide, donc c'est Bitcoin. D'accord. Ether est également un produit très intéressant parce que vous avez tout l'écosystème, une grande partie de l'écosystème crypto qui est construit dessus. Et après, derrière, il y a effectivement beaucoup de choses à aller chercher, beaucoup de jeunes projets. Alors, il existe des milliers de crypto-actifs aujourd'hui. C'est le rôle de Myriad d'aller sélectionner ceux qui ont justement un rôle à jouer, qui viennent changer quelque chose. Nous, on fait vraiment du stock picking, de l'analyse profonde des projets. Donc, c'est ce qui... Enfin voilà, c'est ce à quoi les clients doivent s'intéresser, mais c'est compliqué, donc rapprochez-vous d'experts pour pouvoir le faire. Merci beaucoup Edouard Belliard, je rappelle que vous êtes directeur de la distribution et des partenariats chez Meria. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au non-coté. La question que l'on va se poser aujourd'hui, c'est peut-on avoir des convictions en capital investissement lorsque l'on est un particulier? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts donc, du non-coté sur le plateau de Smart Patrimoine. On a le plaisir d'accueillir tout d'abord Guillaume-Olivier Doré. Bonjour Guillaume-Olivier Doré. Bonjour, enchanté. Vous êtes Chief Investment Officer chez Tudigo et à vos côtés, on a le plaisir d'accueillir également Julien Potier. Bonjour Julien Potier. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur général adjoint de Next Stage Asset Management. Alors, la différence entre Tudigo et Next Stage AM, c'est que Tudigo s'adresse essentiellement aux particuliers via une plateforme, là où Next Stage est un fonds de private equity plus classique, si je puis dire. Alors plus classique oui, mais à destination d'une clientèle à la fois institutionnelle, mais aussi d'épargnants particuliers via nos partenaires distributeurs. Même question pour tous les deux, est-ce que vous sentez depuis 2023-2024 cette appétence monter pour le non-coté de la part des investisseurs particuliers? Peut-être Guillaume-Olivier Doré pour commencer. Oui, effectivement, depuis maintenant, même plus que ça, 4-5 ans, le monde du capital investissement a découvert les particuliers, a redécouvert les particuliers. On l'a vu dans cette classe d'actifs est devenue la classe d'actifs dans laquelle on cherche du rendement, parce qu'effectivement les autres types de placements ne sont pas totalement en termes convenient en termes de rendement. Et de facto, beaucoup des professionnels du capital investissement sont venus à cette classe d'actifs à travers des partenaires ou à travers leurs propres fonds. Et je dirais aussi peut-être, pour compléter ce que tu disais, qu'il y a un réel engouement aussi, un essor de cette classe d'actifs avec un marché qui s'ouvre parce qu'on est vraiment dans du concret, c'est un peu la force de notre métier. On travaille finalement une matière vivante puisqu'on accompagne en fait des PME, des ETI partout en France ou en Europe. Et donc, je pense que l'épargnant, en fait, évidemment, il est sur une logique d'épargne productive avec une performance. C'est-à-dire qu'il cherche du sens dans ses investissements. Évidemment, une quête de sens. Et aujourd'hui, on a la chance, notamment en France, d'avoir un tissu particulièrement foisonnant de PME et de TI qui ne cherchent finalement qu'à innover. Et en fait, on est là aussi pour les accompagner dans cette prochaine étape. Et avec un secteur, Guillaume-Olivier Doré, on le voit régulièrement avec France Invest, qui accueille les particuliers, qui est content de voir aussi leur épargne se flécher de plus en plus vers... Le capital investissement accueille les particuliers avec bras ouverts depuis maintenant effectivement 4-5 ans. Avec la classe d'actifs est extrêmement vaste. C'est-à-dire que ça va effectivement des startups, parce que c'est aussi ça qui a démocratisé un peu l'investissement de notre côté, c'est des startups au départ. Mais on n'investit pas que dans des startups quand on fait du capital investissement. Évidemment, entreprises de croissance, PME, ETI. Donc maintenant la classe d'actifs est ouverte à toutes les classes d'actifs sont ouvertes aux particuliers à travers des plateformes comme Tudigo, mais enfin, à travers des fonds d'investissement comme nous, comme nos deux partenaires en ont aussi, ou à travers des gens qui font des groupements de structures. On a aujourd'hui une classe d'actifs qui est complètement ouverte aux particuliers, avec des fonds qui sont devenus des fonds maintenant agréés par l'AMF, et l'AMF a accepté que les particuliers aillent de plus en plus sur ces projets. Donc en plus, c'est contrôlé et organisé à travers l'autorité des marchés financiers. Quand on fait du capital investissement, maintenant, le particulier fait partie de l'équation, Julien Potier? Évidemment, et on salue évidemment toutes les évolutions réglementaires avec la loi PAC dès 2019 et maintenant la loi Industrie verte qui a été annoncée fin 2024. Donc ça va dans le bon sens.
Nous, effectivement, chez NextEdge, ça fait une dizaine d'années en fait, qu'on travaille pour essayer justement d'intégrer cette classe d'actifs dans l'assurance vie, dans le plan épargne retraite. Donc oui, un grand oui. Aujourd'hui, c'est plus ou moins chose faite quand même sur ces sujets-là. Donc ça montre qu'il y a de l'évolution réglementaire, on en parle de plus en plus, il y a cette volonté du secteur, aussi du secteur de la gestion de patrimoine. Est-ce que pour autant, quand on est particulier et qu'on va sur cette classe d'actifs qui était avant une classe d'actifs destinée aux professionnels, on a la possibilité d'avoir des convictions d'investissement, ou je poserais même ma question un peu différemment pour les deux professionnels que vous êtes, est-ce que c'est une bonne idée quand on est un particulier d'avoir des convictions d'investissement sur le private equity, ou est-ce qu'il faut laisser ça finalement aux professionnels du secteur? Guillaume-Olivier Doré, je sens que vous avez relevé le micro. Effectivement, on a des particuliers qui ont des convictions, c'est une certitude. Beaucoup d'engouement sur des typologies d'entreprises. Et souvent, ce sont des convictions qui sont liées à des convictions personnelles. Les gens répercutent naturellement leurs propres convictions personnelles à travers leurs investissements. Nous, ce qu'on dit souvent chez Tudigo, c'est qu'il faut en plus de cela diversifier. D'accord. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on adore les startups qu'il faut être complètement ennemi de ses propres intérêts et pas aller chercher de la performance obligataire avec des fonds obligataires, avec des ETI, des PME ou des fonds eux-mêmes. Donc il faut absolument diversifier son allocation parce qu'on est dans un risque-rendement qui n'est jamais complètement le même en fonction de la classe d'actifs dans laquelle on investit. Ouais. Des convictions trop fortes, finalement, ça peut se mettre en risque. Exactement. Et on se met en risque sans s'en rendre compte, parce qu'effectivement, on a ce syndrome-là. Donc, alors qu'effectivement, certains, Warren Buffett disait, il faut investir dans ce qu'on connaît. Bien sûr. Il y a une différence entre connaître les choses et y appliquer ses propres convictions. En fait, je dirais que ça demande aussi énormément de pédagogie, de la pédagogie de notre part, nous, en tant qu'investisseurs, vis-à-vis de nos clients. C'est pour ça que, par exemple, chez nous, on a la même qualité en fait, d'information et de reporting pour l'ensemble de nos clients. D'accord. Il faut du concret et il faut expliquer aussi en quoi consiste notre métier et la création de valeur qu'on apporte, puisque c'est un métier d'expérience. Quand vous dites à l'ensemble de nos clients, c'est-à-dire que l'investisseur averti, comme le particulier un peu moins averti. Nous, chez NextEdge, on travaille évidemment avec des investisseurs institutionnels, mais aussi avec toute une myriade de partenaires que je salue, qui distribuent nos véhicules. Et en fait, on les accompagne aussi en animation commerciale pour aller voir aussi les conseillers et les clients finaux et leur expliquer aussi les différentes catégories au sein du capital investissement. Nous, chez NextEdge, on fait du capital développement. Donc c'est vraiment la phase finalement d'accélération très forte et de changement d'étape d'une PME. Et donc cette pédagogie, elle est juste clé. Et oui, je dirais que rien que ça, c'est pas forcément évident à comprendre pour un particulier, de comprendre pourquoi est-ce que c'est intéressant de se positionner sur ce moment précis de l'entreprise et pas les startups dont on parlait avant, ou alors l'ETI qui sera peut-être moins risqué potentiellement. Oui, et surtout parce qu'il faut quand même rappeler qu'on est sur un investissement qui est à une relative illiquidité, qui a un horizon de placement qui est plutôt long terme, et que même si évidemment les statistiques, notamment de France Invest, montrent que c'est une catégorie qui surperforme les autres classes d'actifs, la performance n'est jamais sécurisée en fait. Bien sûr, donc, oui, bien sûr. C'est pour ça que la pédagogie est vraiment clé, notamment vis-à-vis des épargnants particuliers, sur cette classe d'actifs. Guillaume-Olivier Doré, quand on parle de private equity de non-coté ou de capital investissement à des particuliers, on entend souvent surperformance par rapport à d'autres classes d'actifs, effectivement. Alors on regarde aussi la performance au global du secteur, pas forcément ce qui est adressé aux particuliers, mais aussi illiquidité. C'est bien deux choses, enfin c'est surtout le deuxième point qu'il faut avoir en tête lorsqu'on investit dans une entreprise. C'est du temps long et il faut accepter le temps de développement de l'entreprise. Oui, il faut accepter le temps de développement de l'entreprise et surtout le temps de la création de valeur. Au-delà même de l'entreprise elle-même qui se développe, il faut que ça se matérialise dans les chiffres et dans la création de valeur pour l'investisseur. Donc il est extrêmement important effectivement d'avoir ce travail pédagogique en expliquant que ce sont des cycles longs. Aujourd'hui, pour être très clair, investir dans une start-up, c'est rester au capital entre 7 et 10 ans. D'accord. 7 et 10 ans pour générer de la plus-value. Bien sûr. Et l'adage dit qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Malheureusement, les arbres tombent avant que la forêt pousse. Donc on a quand même ce cycle assez long avec des premiers échecs qui arrivent assez vite dans un portefeuille. À l'inverse, cette proportion change lorsque la maturité des entreprises devient de plus en plus élevée, mais la création de valeur est moins rapide, avec des cycles plus courts. Donc il faut absolument mixer ces plusieurs types de stratégies. Et aujourd'hui, de plus en plus, en tout cas nous chez Tudigo, on a de plus en plus de choses qui se ressemblent plus à des PME de croissance. Les entreprises qui sont déjà installées, qui ont pignon sur rue, qui sont déjà rentables et qui ne dépendent pas du coup de l'investissement qui va être fait dedans, mais qui va leur permettre d'accélérer. Donc c'est effectivement du capital croissance. Non, mais peut-être en donnant des exemples concrets, vous avez accueilli tout à l'heure
nos amis de chez Irbis Finance, qui est une société dans laquelle qu'on accompagne depuis de longues années et qui est devenue aujourd'hui effectivement le premier distributeur de produits, de solutions d'investissement pour l'assurance vie et le PER. Et ben, typiquement, ce sont des sociétés qui, si au bout de 5 ans, on avait entre guillemets coupé l'arbre, pour utiliser la métaphore, n'auraient jamais pu en fait se développer de façon aussi remarquable. Et je pense qu'en fait, nous, c'est la conviction supplémentaire qu'on a chez NextEdge, c'est que la durée, créer de la création de la durée, permet en fait une vraie surperformance. Pour tenir dans la durée, il faut avoir des convictions. Et alors là, on ne va pas parler des convictions des particuliers, mais des convictions des professionnels du secteur. Ça veut dire qu'on essaie de se projeter à 10 ans, à 15 ans potentiellement, d'essayer de comprendre ce que sera l'économie à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des secteurs, des activités particulières qui, selon vous, sont celles sur lesquelles il faut aller aujourd'hui pour accompagner l'économie de demain? Guillaume-Olivier Doré, peut-être pour commencer, ensuite Julien Potier. Alors, les secteurs porteurs sont évidemment les secteurs de la santé, tout ce qui touche à la santé, et au rétablissement du fonctionnement de l'homme et de la société en règle générale. Alors, on voit ça à travers ce qu'on appelle l'impact un peu grossièrement. En fait, c'est plus important que ça. C'est tout le secteur lié à la santé, lié au climat, lié à la régénération des sols. Tout le secteur qui permet de refaire fonctionner notre monde de la manière dont il fonctionnait avant que nous l'industrialisions. Et là, on n'est pas dans une thématique ESG, on est vraiment dans une projection de l'économie à 10-15 ans. Exactement. Le remplacement des énergies fossiles. Il y a énormément de sujets qui sont aujourd'hui qui ne sont pas adressés. Beaucoup d'entreprises les adressent, soit en mutant leur propre, et ça c'est le joli qu'on finance, en mutant de leur propre modèle historique vers un nouveau modèle autour de ça qui devient un modèle vertueux, soit en inventant ou en créant de nouvelles stratégies, nouvelles stratégies sur leur secteur. Julien Potier, vous avez cité un exemple en finance tout à l'heure, ça veut dire que ça aussi c'est un secteur quand même qui... Alors oui, mais je peux effectivement parler du sujet Acorus dans l'éco-rénovation, qui est une des sociétés aussi qu'on accompagne depuis maintenant 15 ans, qui est passé d'une vingtaine à 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je pense qu'en fait, on a un rôle aussi, nous, en tant que professionnels, pour accompagner des sociétés, j'appelle ça moi du brun au vert, c'est-à-dire les accompagner dans la transition. Et ça fait partie, je dirais, non pas seulement d'une stratégie impact RSE, mais d'une stratégie globale d'investissement en capital développement. Ça vaut aussi pour des entreprises qui avaient une activité historique et qui font cette transition dont vous parliez à l'instant ? Exactement. Nous, on accompagne de la PME. En gros, on investit dans ceux qui, globalement, se projettent dans l'avenir aussi, si je comprends bien. Se projettent, mais il faut les accompagner, encore une fois, aussi avec pédagogie, parce qu'on ne peut pas leur imposer, je dirais, en 5 ans, d'être sur une trajectoire accord de Paris. Il faut être pragmatique dans l'accompagnement. Et ça fait partie, nous, de l'un des moteurs de création de valeur chez nos participations chez NextEdge. Pour finir, même question pour vous deux, Guillaume-Olivier Doré. Quelles questions se poser quand on est investisseur particulier et qu'on veut aller en non-coté au sens large? Ça peut être du capital développement, du capital risque. On peut se poser la question de la dette privée, même si je sais que ce n'est pas forcément votre métier à tous les deux. Est-ce qu'il y a des questions qui peuvent permettre de diriger une stratégie d'investissement? Je pense que la première question à se poser pour un particulier, c'est ce fameux équilibre entre liquidité et performance. Lorsqu'on a 100 euros à investir, on ne met pas 100 euros dans un même actif. Enfin, on met pas ces deux dans le même panier. On revient à des choses assez basiques finalement. Bien sûr. Se dire que 10% de sa propre allocation sera fait avec des convictions, mais 90% doit être en dehors. Parce que justement, on ne veut pas reproduire le biais qu'on a nous-mêmes par rapport à ses propres investissements, on veut le diversifier. Et diversifier, ça veut dire diversifier au sein même du capital investissement. Tout à fait, aussi, c'est dans le capital investissement, dans cette classe d'actifs, lorsqu'on a 100 euros à investir en capital investissement, c'est de se dire qu'on va peut-être mettre 10% de son investissement dans ses propres convictions, et on n'est pas paradoxalement prêt à les perdre, parce que les convictions font que on est prêt à les perdre. En revanche, les 90 autres euros, je ne suis pas certain qu'on a envie de les perdre. Donc là, il faut s'adresser à des professionnels, bien regarder la typologie d'investissement dans laquelle on veut faire, regarder les performances historiques de manière à voir de quelle manière ça fonctionne, et puis se faire accompagner, effectivement, soit par les professionnels de l'investissement, soit par les plateformes, soit par les intermédiaires. Julien Potier, parce qu'il faut bien avoir en tête que globalement, il y a différentes typologies d'investissement au sein du capital investissement, plus risqué, moins risqué, plus performant, moins performant, plus liquide, moins liquide aussi, ou ça par contre dans l'illiquidité, ça reste... Alors plus liquide, moins liquide, nous typiquement... encore il y a quelques années, il n'y avait que des fonds fermés. Maintenant, on est sur des fonds evergreen avec une capacité pour un épargnant de pouvoir rentrer en unité de compte dans un contrat d'assurance vie ou via un contrat d'épargne retraite à tout moment. Nous, typiquement, chez NextEdge, on a une dizaine d'assureurs avec lesquels on a un partenariat via notre unité de compte NextEdge Croissance qui permet à un épargnant de pouvoir bénéficier en fait, d'une capacité de rentrer à tout moment en secondaire en unité de compte. Donc,
il y a toujours une illiquidité plus forte que dans d'autres classes d'actifs, mais il faut relativiser aussi. Merci à tous les deux. Merci Julien Potier, directeur général adjoint de NextStage AM. Merci également Guillaume-Olivier Doré, Chief Investment Officer chez Tudigo. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et nous finissons donc cette émission avec l'œil de l'expert où nous allons tenter de comprendre ensemble comment et pourquoi se créer une allocation en non coté. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Bastien Baron. Bonjour Bastien Baron. Bonjour Nicolas. Vous êtes président fondateur de Justae Gestion Privée. Aujourd'hui, on parle de non coté. Pourquoi regarder justement cette classe d'actifs début 2025, Bastien Baron? Alors le non coté, il faut tout de suite penser à illiquidité. Sur la classe d'actifs et dès qu'on détient un patrimoine financier suffisamment important, on n'a pas forcément besoin qu'il soit lui tout à fait liquide à tout moment. Bien sûr. Et donc c'est là où on peut commencer à se poser la question, commencer à diversifier en non-coté, en sachant que si on est purement factuel, un actif il va avoir une espérance de rendement en simplifiant qui va être liée à deux variables. La première, ça va être la volatilité, le risque, ce que l'on appelle le risque. Bien sûr. Et deuxième chose, l'illiquidité. Et donc c'est pour ça qu'on peut essayer d'aller rechercher soit une prime de risque, soit une prime d'illiquidité. Et donc c'est là ce qui peut être proposé dans le non-coté parce que c'est par définition un actif peu liquide. Exactement. Donc c'est là où on peut se poser des questions. Après on peut se dire finalement aujourd'hui j'ai un patrimoine financier qui rapporte un certain rendement. Je peux me dire finalement sur une partie, il me semble que j'en ai pas besoin pour un horizon assez long. Donc est-ce que je peux aller rechercher cette prime d'illiquidité sur une partie ou à l'inverse, on a le cas aussi pour certains clients qui se disent moi j'aimerais avoir un rendement à peu près équivalent à ce que j'ai aujourd'hui mais avec peut-être une volatilité plus faible. D'accord, voilà. Ok. Et alors ça veut dire qu'on commence par j'ai envie de dire les classiques de la gestion de patrimoine et ensuite on va vers le non-coté quand on a des patrimoines un peu plus conséquents. C'est comme ça qu'il faut approcher le non-coté aujourd'hui? En fait exactement, dans tous les cas il faut être capable de faire une stratégie qui va être globale. C'est-à-dire par rapport à l'horizon de placement sur lequel vous êtes capable d'investir une partie de votre patrimoine. Et donc si vous avez des horizons qui sont courts, la classe d'actifs non cotés ne sera pas adaptée pour investir. Bien sûr. C'est combien de temps un horizon d'investissement non coté? C'est quoi? C'est minimum 10 ans par exemple? Alors ça dépend lesquels, c'est une bonne question. C'est un petit peu comme la classe d'actifs cotés qui est un peu plus connue. Vous allez pouvoir investir sur des choses comme du fonds monétaire, obligataire, actions, etc. Où là vous allez avoir des horizons qui vont être recommandés. Et sur la classe d'actifs, enfin sur le non coté, dans ce qu'on appelle les actifs privés, vous allez retrouver de l'immobilier. L'horizon va très souvent être assez long. On va retrouver ensuite par exemple de la dette privée. Là on peut avoir des horizons assez courts qui peuvent être de 18 à 36 mois, donc on est sur des horizons plus courts. Et puis après on va retrouver effectivement tout ce qui va être infrastructure, souvent au moins 10 ans. Et même chose pour la partie private equity, où c'est souvent, on ne revoit jamais son capital avant au moins 5 ans. Quand on vient vous voir Bastien Baron et qu'on vous dit j'ai envie de faire du non-coté, bon c'est bien, c'est une volonté. Ensuite concrètement comment est-ce qu'on le met en pratique? C'est une classe d'actifs qui est très très vaste, que ce soit en termes de secteur d'activité, de géographie. Est-ce qu'il y a des stratégies, est-ce qu'il y a une méthode pour se lancer dans le non-coté? Alors souvent déjà il y a donc ce qu'on a dit déjà, voir la stratégie globale, faire un audit de son patrimoine pour savoir quelle partie de mon patrimoine j'en ai pas besoin sur les 5, 6, 10 prochaines années. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pourcentage fixe un peu de diversification, c'est pas 15% de son patrimoine en non-coté, non, ça dépend vraiment de ce qu'on peut se permettre de faire en fonction de la liquidité de son patrimoine. Tout à fait. Pour donner quelques chiffres, plus le patrimoine est élevé, plus la part de non-coté d'actifs privés est importante. D'accord. Donc on va dire dans les grandes fortunes, les grandes familles, on va plutôt tendre vers au moins 50% d'actifs illiquides, parce que finalement les 50 autres pourcents sont tellement importants qu'ils permettent de faire face pour les 5 ou 10 prochaines années. Donc on va aller rechercher justement cette prime d'illiquidité et cette plus faible volatilité Et alors concrètement, dans quoi on investit? Qu'est-ce qu'on cherche? Quelles sont les questions qu'on se pose quand on veut aller dans le non-coté? Alors ça va dépendre de la taille de son patrimoine, mais ensuite il faut voir quand même que ça s'est beaucoup démocratisé. Maintenant, il y a déjà, dans la première chose, c'est qu'il y a des fonds de fonds qui existent. On va pouvoir, avec un seul fonds, investir dans les différentes classes d'actifs qu'on a citées, c'est-à-dire peut-être un petit peu d'immobilier, un petit peu de dette privée, un petit peu de private equity, un petit peu d'infrastructure. Et ensuite, dès qu'on monte en patrimoine, on peut se permettre d'aller uniquement chercher un fonds très spécifique sur une classe d'actifs. Et après, si on va encore plus loin, je prends l'exemple pour avoir le pendant sur les actions cotées. Vous allez vous poser la question, est-ce que j'investir plutôt sur les US, plutôt sur la Chine, plutôt sur le Japon ou l'Europe? On peut se poser ces questions-là en non-coté? Oui, tout à fait, on peut se les poser. Et aussi, on va voir les tailles de deal. C'est-à-dire que en non-coté, en private equity, vous allez vous dire, est-ce que je préfère investir en venture capital, dans des startups qui ne sont pas forcément rentables, ou plutôt dans des LBO? Et donc là, on peut être sur des tailles de deal de plusieurs centaines de millions d'euros et des boîtes qui sont extrêmement profitables.
Une dernière question, on voit souvent sur les marchés cotés ceux qui défendent des stratégies obligataires, ceux qui défendent des stratégies actions en matière de dette privée ou en matière d'investissement private equity. Il y a là aussi des convictions de marché où la vraie stratégie c'est de diversifier. Alors la stratégie c'est vraiment de diversifier, mais il y a effectivement des classes d'actifs qui ponctuellement peuvent être plus pertinentes. Et on peut penser notamment, il y a eu le marché secondaire du private equity qui a eu des très bons points d'entrée sur les dernières années. Et on peut aussi penser à la dette privée, parce que les rendements sont assez élevés. Et finalement, si on prend les variables rendement, risque et duration, il y avait un très bon momentum, on va dire, sur la partie dette privée aussi. Donc après, et plus on peut avancer, plus dans une taille de patrimoine importante, plus on va pouvoir diversifier sur ces différentes classes d'actifs. Merci beaucoup Bastien Baron de nous avoir accompagnés dans l'œil de l'expert. Je rappelle que vous êtes président fondateur de Justa et Gestion Privée. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.